Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast hebdomadaire sur la spiritualité. Et avant de commencer cette dernière émission de cette saison 1, puisque oui, nous sommes à la dernière et nous nous reverrons l'été prochain pour la suite des aventures du podcast, je voulais tout d'abord remercier tous les intervenants qui sont venus au fil de cet été, toutes les semaines, se livrer sur leur parcours spirituel, sur leur vie. Des gens se sont livrés, on a eu des conseils, même moi j'ai appris beaucoup de choses. En passant par les soins énergétiques, la médiumnité, l'astrologie, les associations, voilà, tout ce qui me tient à cœur en fait dans ce domaine-là a été réuni en pastille d'1 heure pour vous divertir cet été et pour vous apporter aussi du réconfort et de la compréhension sur le monde de la spiritualité, et rien ne pouvait me faire plus plaisir que de vous offrir ça. Je voulais aussi vous remercier, ceux qui écoutent, ceux qui sont là actuellement à m'écouter parler, parce que grâce à vous, on a enregistré des records au niveau des écoutes sur le podcast, et donc du coup ça fait aussi super plaisir. Donc je ne vous remercierai jamais assez de votre présence, bien évidemment, et aussi merci à tous ceux qui ont partagé, commenté et donné leur avis suite aux épisodes qui sont sortis. Alors aujourd'hui un épisode un peu particulier, puisque comme c'est le dernier de la saison, cet épisode sera concentré sur une petite FAQ que j'ai proposée il n'y a pas longtemps sur les réseaux, et donc voilà, je vais répondre aux quelques questions que les personnes m'ont posées par rapport à ma spiritualité, par rapport à ma vision, par rapport à ma vie, par rapport à ce qui se sont mis en place. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de moi, un peu égoïstement, mais c'est aussi pour que vous compreniez qui je suis à travers tout ça, parce que c'est bien beau d'aller questionner des gens, mais c'est important aussi pour moi de paraître transparent pour que vous puissiez comprendre comment moi je vis ma médiumnité. Donc voilà, on va rester ensemble un petit moment. J'espère que vous allez prendre plaisir à écouter cette pastille, et puis on se retrouvera dans tous les cas aussi en septembre ou en octobre, tout va dépendre, pour un spécial Château de Fougeray, comme j'y suis allé au mois de juillet, avec Delphine Loget, qui était là pour le dernier podcast avant celui-ci, avec son association qui concerne Humanimonix, avec Pierre, son fils qui est décédé, et Pascal, son mari. Voilà. Et puis il reste plus que pour moi de répondre à vos questions que vous m'avez posées. Il y a des questions très intéressantes. Et on va commencer par une question de Nathalie, qui me demande quel est mon parcours dans la spiritualité. Donc Nathalie, on l'a eu dans l'émission il y a quelques semaines de ça. Alors mon parcours dans la spiritualité, il commence très très tôt, c'est-à-dire lorsque moi-même je suis jeune, c'est-à-dire en 97, on va dire, lorsque je perds un de mes premiers grands-pères, 99 mon deuxième grand-père, et 2001 un oncle. Je pense que cette série de décès a enclenché quelque chose sans vraiment qu'on s'en rende compte, et ce qui a, je pense, vraiment déclenché, c'est en 2006 ou 7, j'ai un trou de mémoire parce que les traumatismes parfois font qu'on oublie, on n'a plus la mémoire des dates, lorsque je perds 2 camarades de classe au collège, et dont un qui était un ami très 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 proche, avec qui je m'entendais très très bien. Et je pense que là, le sujet de la spiritualité ne m'est pas, je dirais, inconnu. Mais il faut savoir que moi je crois aux fantômes, à tout ce qui est paranormal depuis tout petit. Donc quand on me parle de fantômes, etc., est-ce que tu crois aux fantômes, etc., oui, moi j'ai toujours su qu'il y a un monde après. Ça c'est indéniable. J'ai toujours cru aux fantômes, j'ai toujours eu peur des fantômes, j'ai toujours aimé me donner des frayeurs. Chez mes parents, il y avait des choses bizarres qui se passaient. Mais je pense que le déclenchement de cette spiritualité, que j'ai compris aujourd'hui, mais que je n'avais pas compris à l'époque, c'est le décès de cet ami qui est venu me voir en rêve pour me dire qu'il était bien décédé. Je me souviendrai toujours de ce rêve d'ailleurs. Il vient me voir et je suis content de le revoir. On est au collège d'ailleurs, et je pleure de joie, et je lui dis mais t'es pas mort, je suis content, t'es pas mort. Et la seule phrase qui m'a marqué,
et qu'il m'a répondu, il m'a dit si Anthony, je suis mort et tu ne me reverras plus. Et c'est vrai, je l'ai plus revu, sur Terre en tout cas. Mais il m'arrive d'avoir des messages de sa part et ça me fait super plaisir. Par la suite, donc j'ai vécu une vie classique, hein, et arrivé en 2011-2012, là aussi j'ai plus la mémoire des dates, je perds ma grand-mère paternelle après avoir été regarder Hamlet de Shakespeare au théâtre. Et je me souviendrai toujours que quand ma soeur m'a annoncé le décès de ma grand-mère, je lui ai répondu tout le monde meurt, effectivement, parce que pour pas spoiler Hamlet, tout le monde meurt dans Hamlet. J'en rigole aujourd'hui, hein, mais parce que c'était paradoxal en fait, c'était drôle. La synchronicité a fait que j'aille voir une pièce de théâtre où tout le monde meurt à la fin pour apprendre que ma grand-mère est décédée. C'est quand même incroyable. Voilà. Et une fois ça, j'ai complètement radicalement changé de vie. Je suis allé vivre ailleurs et je me suis concentré sur un travail très terre à terre, le métier de serveur que j'ai exercé pendant 7 ans en comptant les formations, bien évidemment, 7 à 8 ans, ça dépend, voilà, tout en comptant les formations. Et un jour, la spiritualité est revenue à moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à me réintéresser, mais vraiment banalement, hein, à tout ce côté spirituel. Je suis allé me renseigner sur des médiums. J'étais très intéressé par l'activité d'un médium, savoir comment il entrait en communication avec les défunts. J'étais toujours très intrigué par ce genre de personnes. Ça me faisait un peu peur, hein, je l'avoue, hein, j'en avais des frissons quand je regardais les médiums entrer en communication. Mais pour moi, je savais que c'était pas fake, parce que au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose après. Donc, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, donc pour moi, c'était pas fake, c'était pas possible que ce soit fake. Donc je croyais. Il y avait très peu de médiums, hein, sur les réseaux à l'époque, hein. Je me souviens, je suivais beaucoup Lexa Marot, qui était une médium qui habitait vers Bordeaux, je crois. Je sais pas si elle y habite encore. Bon, j'ai pas plus de nouvelles que ça parce que je la suis plus tellement. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu de nouvelles actualités venant de sa part. Et après, j'ai découvert une autre médium qui s'appelle Chantal Lafont sur YouTube, pareil, une vidéo qu'avait postée une association. Et j'avais été bluffé, et c'est le cas de le dire, par sa médiumnité, par sa précision. Et je me suis dit, mais bordel, si un jour elle vient par chez moi, j'ai trop envie de la rencontrer. Les synchronicités étant bien faites, hein, surtout de mon côté, il se trouve qu'elle donne une conférence à Montbéliard, donc c'était à 1 heure de là où j'habitais à l'époque, lorsque j'habitais dans les Vosges, et sa conférence se passait un mardi soir. Comme par hasard, le restaurant dans lequel je travaille, on était fermé le mardi. Donc je dis bien comme par hasard, hein, parce que vous savez qu'avec moi le hasard n'existe pas. Et c'était le moment pour moi d'aller la rencontrer. Après l'avoir suivie pendant 1 an en regardant des vidéos, même moins d'1 an. Donc je me prépare avec une de mes collègues, hein, qui me suit, et on va voir Chantal Lafont en conférence. Et ben, j'ai reçu un message de ce fameux ami qui est décédé lorsque j'étais au collège. Et qui m'a transmis des messages que personne ne pouvait savoir dans la salle. Même ma collègue à qui je disais tout à l'époque n'était pas au courant de certaines choses. Et ça a déclenché quelque chose en moi qui a fait que je me suis réintéressé plus profondément à la spiritualité. En fait, il y a eu un message très important. L'année du décès de ma grand-mère, je me suis acheté mon premier tarot doré. Mais je savais pas tirer les cartes. Je regardais le livre et encore ça me parlait pas. Et j'étais dans une période très compliquée de ma vie. Et je sais même pas pourquoi j'ai acheté ce tarot en fait. J'ai été attiré, je l'ai acheté. Et le message que Chantal m'a passé lors de la conférence, c'était qu'il fallait que je reprenne mes cartes. Qu'il fallait que j'étais doué, qu'il fallait que je reprenne les cartes pour faire des consultations, quoi, que de faire de la voyance. Et j'ai dit ok, bon ben j'ai pris le message et effectivement j'ai ressorti mon tarot doré que je n'arrivais toujours pas à interpréter aujourd'hui, hein. Peut-être qu'un jour ça me parlera, mais là ça me parle toujours pas.
Et j'ai ressorti mon tarot doré et j'ai commencé à faire des ressentis sur des personnes vivantes, c'est-à-dire que j'allais sur Facebook, j'allais sur des réseaux sociaux, je faisais des tirages à des gens, il y a des choses très vraies qui en sont ressorties et j'ai été très étonné. Je me rappellerai toujours de cette histoire. J'avais rencontré quelqu'un à l'époque que je ne vois plus aujourd'hui, on avait juste eu un contact comme ça sur un réseau et dans les cartes était ressorti un héritage. Et je me souviendrai toujours de la stupéfaction qu'il a eue quand je lui ai parlé de cet héritage parce que ça ressortait dans le tarot alors que lui cherchait juste une question par rapport à sa relation sentimentale. Et c'est là que j'ai compris que quand une situation bloquait dans la vie, et c'est ce que j'explique toujours avec l'histoire d'engrenage, quand une situation bloque dans la vie, forcément l'engrenage qui bloque le domaine bloque tous les autres domaines. Et là c'était le cas, c'était cette histoire d'héritage qui bloquait tous les autres domaines. Voilà, donc c'était quand même incroyable. Quelques mois plus tard, je rêve d'un jeu de cartes que je ne connais pas, avec des écritures, des images et tout. Et je pars en voyage au Canada et je vais à la rencontre de la cousine de ma maman, qui me connaissait déjà, mais moi que je ne connaissais pas vraiment parce qu'elle m'avait vu quand j'étais bébé, petit, enfant, et moi j'ai pas de souvenir, on n'a pas vraiment de souvenir de son enfance. Et comme par hasard, encore une fois, il se trouve qu'elle est cartomancienne, qu'elle tire les cartes, qu'elle a fait beaucoup de voyance dans sa jeunesse, que ça lui arrive d'en refaire encore. Et un jour, et je lui ai parlé justement de ce jeu-là, que je voyais en rêve, et je lui ai montré, et je lui ai dit en fait, il y a des écritures, il y a des images. Et elle me dit, c'est le jeu de Mademoiselle Lenormand. Je lui dis, ah bon? Et je cherche sur Google, et effectivement, c'était le jeu de Mademoiselle Lenormand. Quelques jours plus tard, j'ai possédé le jeu. Parce que pour moi il était indéniable qu'on m'avait envoyé un message de là-haut, je savais pas que c'était de là-haut mais en tout cas je l'ai rêvé, et c'était indéniable pour moi que ce message voulait que j'achète un jeu de Mademoiselle Lenormand. Aujourd'hui j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs éditions, etc. Mais voilà, Mademoiselle Lenormand a vraiment déclenché quelque chose chez moi. Du coup, je me suis inscrit sur des groupes Facebook complètement morts d'activité, où des gens postaient des photos d'eux et il fallait faire des ressentis sur photo. Et moi, je m'aidais de mon Lenormand pour pouvoir faire des ressentis. Parfois, ça tombait juste, parfois, ça tombait faux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des première consultation bénévole en parallèle de mon métier de serveur, où les gens me demandaient un petit tirage et des choses comme ça, choses que je faisais avec passion parce que pour moi ça me passionnait. Et j'ai pu grâce à ça me faire ouvrir un groupe Facebook et pareil faire des choses comme ça sur un groupe Facebook qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que pour moi il y avait beaucoup trop de noirceur sur ce groupe et c'est pour ça que je l'ai supprimé, que j'ai créé aujourd'hui le fil argenté. Donc j'ai beaucoup été aidé par Anthony qui est mon acolyte, qui m'a poussé un peu parce que lorsque je l'ai rencontré pareil, plein de choses en commun, par hasard des choses qui se mettent en place, et c'est lui qui m'a dit tu devrais ouvrir un groupe Facebook patati patata, et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui co-gérant de la page Le Fil Argenté avec moi, parce qu'il a toujours été là pour me soutenir dans cette activité. Donc voilà un peu mon parcours. Alors je suis pas rentré dans les gros détails non plus, en sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus et que je veux pas vous prendre 3 heures de temps, parce que moi je suis une vraie pipelette, je pourrais parler pendant des heures. Mais c'est surtout qu'il y a d'autres questions, et si je raconte tout le parcours de A à Z, il y a des questions qui vont passer à l'as. Mais du coup je vais répondre dans la suite de logique des choses à la question de Christopher qui me demande à quel âge j'ai perçu mon don de médium. Du coup c'est à 26 ans, et en fait ça correspond tout à fait à la suite de l'histoire, parce que en parallèle de mon travail de serveur et du tirage de cartes, un jour en plein après-midi, alors que j'étais en train de faire une consultation, j'avais une dame au téléphone sur Messenger. Et j'étais en train de lui tirer les cartes et je lui disais vous allez déménager, il y a un truc qui va arriver là, pour moi pour l'instant les rencontres c'est pas tout de suite, patati patata. Et elle me dit oui c'est ça, j'ai envie de partir, j'ai envie de changer de vie, et vous êtes dans le juste. Et à un moment donné il y a une voix qui se fait entendre, mais c'est pas une voix qu'on entend de son oreille. Alors ça va être compliqué pour les gens qui sont très matériels, mais c'est quelque chose qui vient dans la tête. D'accord, comme s'il y avait une pensée qui n'était pas la nôtre qui vient surgir dans la tête.
ok ? Et cette voix-là me disait clairement, fermement, lâche tes cartes. Là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on me demande de lâcher les cartes ? Pour moi, c'est inconcevable. Je travaille avec mes cartes, c'est inconcevable que je lâche mes cartes. Et dans ma tête, je me dis, n'importe quoi. Non, je ne vais pas lâcher mes cartes. J'ai besoin de faire ça, quoi. Et donc, je ne prête pas attention à la voix. Je suis un peu indiscipliné. Et cette voix me dit, lâche tes cartes. Et elle se répète 3-4 fois. Et là, je dis, bon, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que la dame, elle ne doit pas savoir. Et du coup, j'ai dit, je suis désolé, madame, mais on va devoir arrêter là. Parce qu'il y a une voix qui me dit que je dois lâcher mes cartes. Donc, je suis obligé. Je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de lâcher les cartes. Et elle dit, oh, c'est dommage. On était pourtant bien partis et tout. Je dis, ouais, je sais, mais là, je sais pas pourquoi. Ça vient pas, quoi. Et chose se faisant, je recommence à plier mes cartes et on commence à discuter avec la dame. Du coup, et je dis, je suis désolé, je m'excuse quand même. Elle dit, mais non, mais c'est pas grave. Surtout que c'est du gratuit. Hein, donc, Et là, d'un coup, dans ma tête, on me montre une lumière blanche, mais une lumière indescriptible, quoi. Quelque chose, on dirait... Vous voyez, le soleil, c'est encore plus... Mais c'est pas éblouissant. Et c'est une belle lumière, quoi, chaleureuse. On me montre ça, et il y a un monsieur qui sort de cette lumière. Oh, wow, l'amour que je reçois à ce moment-là, je me dis, bordel, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, le monsieur arrive, il se présente, et je dis à la dame, mais vous avez perdu un de vos grands-pères ? Elle me dit oui. Je dis, mais je crois qu'il est là. Et pouf, j'ai dit, écoutez, moi je suis dans une cuisine, je suis en train de boire un verre de vin rouge, en face de moi il y a le frigo, au-dessus du frigo il y a la télé, à côté de la télé il y a l'évier, sur ma droite, sur ma gauche j'ai les fenêtres, j'ai une table en formica avec une nappe, et là elle me dit, vous êtes en train de décrire la cuisine de mon grand-père. Et la personne avec qui vous êtes, c'est mon grand-père. Oh, alors là, un truc de dingue. Et sa grand-mère est arrivée, et ça a duré, je sais même plus combien de temps, et ça a dû durer 20 minutes je crois, à peine. Et j'ai passé des messages, je lui ai dit, écoutez, ils vont bien, ils ont l'air en pleine forme en tout cas, ils sont en train de danser de l'autre côté, ils sont fiers de vous, ils me montrent qu'il y a un grand sourire. Il n'y avait pas vraiment de communication comme aujourd'hui, vous voyez, il y avait vraiment que des ressentis, voilà. C'était plus du clair ressenti que de la clairaudience ou de la clairvoyance. Donc beaucoup de ressentis, et je lui expliquais de ce que je ressentais par rapport à ce monsieur, et de ce qu'il me montrait surtout. Et... ça a été un bonheur total de lui passer ces messages parce que elle a été apaisée et moi ça m'a fait du bien. Du coup j'ai cherché à savoir qui c'était cette personne qui m'a parlé dans mon oreille et donc du coup j'ai été acquérir un pendule et j'ai appris par la force des choses en se renseignant qu'on pouvait communiquer avec les défunts via le pendule et donc du coup même pas, je l'ai même pas appris en fait, je l'ai appris de moi-même que je pouvais communiquer avec eux via le pendule. Ça devrait être une intuition que j'ai eue en fait, parce que je suis en train d'y réfléchir. Non, parce qu'un jour j'ai pris le pendule et j'ai demandé qui est-ce qu'il y avait au bout du pendule. Et j'ai dit est-ce que c'est mon guide ? Et elle m'a répondu oui. Et un jour j'ai fait de l'écriture automatique aussi. J'ai testé, je testais. Et dans cette écriture automatique, il était signé, il y avait des beaux messages, tu n'es plus tout seul, on est là pour toi, et c'était signé Hélène. Et Hélène, pour moi, ça ne signifie rien du tout. Donc j'ai demandé au pendule, elle a confirmé que c'était elle mon guide, donc Hélène, avec qui je travaillais beaucoup, une personne douce, etc. Et quelques mois plus tard, ma sœur, elle m'apprend que on avait un grand-père, sa sœur s'appelait Hélène. Donc là, c'est encore double stupéfaction, parce que ça confirme que cette Hélène me connaît, et qu'elle a fait partie de ma famille, et qu'elle est devenue mon guide pour m'éveiller à la spiritualité. Voilà. En fait, c'est elle qui m'a éveillé à ma spiritualité et qui m'a montré le chemin. C'est elle qui m'a initié à faire des lives sur Facebook, qui m'a dit fais des lives, tu verras, ça va faire du bien aux gens, ça va leur apporter de la bonté, ça va leur... et tu pourras faire un peu de voyance aussi, tu verras, ça va être bien, patati patata, ce qui est vrai, ce qui est entièrement vrai. Ça m'a beaucoup aidé.
et je la remercierai jamais assez. Et un jour, Hélène m'a passé un message qui m'a fendu le cœur et elle m'a dit « Mais tu sais, Anthony, je ne serai pas toujours là pour toi. » Et aujourd'hui, j'en ai encore des frissons. Et dans ma tête, je me dis « Mais arrête, tu m'as aidé et tout. » Mais non, en fait, sa mission, c'était de m'éveiller. Et effectivement, un jour, elle est partie et je suis tombé au 36e dessous. J'avais plus de ressenti, c'était plus comme avant, j'avais une vie... c'était très difficile pour moi. C'est comme une dépression, hein, vraiment. Et après, Alan est arrivé dans mon salon, hein, comme tout le monde sait. Alan, c'est le guide que j'ai actuellement, qui est débarqué dans mon salon, etc. etc. Voilà. Comment j'ai perçu mon don de médium, enfin en tout cas à l'âge où je l'ai perçu, c'était 26 ans, où j'ai compris que je pouvais entrer en communication avec les défunts. Et voilà, pour cette première partie d'histoire. C'était incroyable. Il y a une question de Patricia qui me demande si j'ai eu peur quand j'ai commencé à voir les défunts. En fait, et ça va répondre à la question de Nathalie qui me demande comment apparaissent les défunts, si je vois que les visages ou entièrement, ou une aura, etc. Ça va répondre aux deux questions. En fait, j'ai pas eu peur. Tout simplement parce que moi, je les vois pas matériellement. En tout cas, j'en ai pas encore vu matériellement. C'est-à-dire que quand il y a des médiums qui les voient matériellement, qui peuvent les toucher, qui peuvent les sentir, qui peuvent... Ça, c'est possible. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de médiumnité et que chacun a sa propre médiumnité. Moi, la mienne, elle se passe surtout au niveau de mon troisième œil. On parle souvent du troisième œil, donc c'est l'œil qui se trouve au front, au-dessus des sourcils, là, entre les deux yeux. Et on m'envoie plein d'images par là en fait. Comment vous expliquer ? C'est comme si j'étais au cinéma et en fait on projette des images sur un écran. Du coup, quand je perçois les défunts, c'est comme ça que je les perçois. Par contre, quand ils m'envoient des images, c'est projeté sur un écran, mais quand c'est eux et que je ressens que c'est eux, ils se projettent pas comme un écran, ils se projettent, je dirais, en 3D. C'est comme si on regardait, je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, on fabrique un film en 3D. Par exemple, je vais prendre un exemple tout banal, Harry Potter. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'il y a beaucoup de scènes qui se sont faites sur fond vert. Et du coup, le fond vert, après le fond vert, on incruste des monstres magiques, des dragons, des choses comme ça. C'est un peu ça en fait. C'est comme si ma vie était réelle, mais que eux se projetaient uniquement sur fond vert. C'est-à-dire qu'ils apparaissent en 3D dans ma tête, mais c'est comme si c'était sur fond vert. J'essaye d'être le plus explicite possible pour être le plus trivial pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Et du coup, je peux les voir comme s'ils étaient matériellement présents. Après, des fois, je les sens sous forme d'énergie. Des fois, j'entends que la voix. Des fois, ils se montrent, mais ils parlent pas. Des fois, je peux avoir des signes distinctifs. Par exemple, au niveau de la couleur des yeux, parfois, ils vont me mettre des yeux dans mon troisième œil. Donc, genre, par exemple, je sais pas, il y a une couleur de yeux bleus ou clairs. Paf, je vais avoir dans mon troisième œil une image de 2 yeux qui vont apparaître. Voilà. En fait, ça va se manifester sous différentes facettes, suivant la fatigue, suivant comment eux aussi ont envie de se montrer, bien évidemment. Parfois, je vois que la tête, parfois, je vois que le corps, dans ce qu'ils me montrent, hein, bien évidemment, hein, pas matériellement toujours. Hein. Parfois, je ne vois qu'une forme noire, mais ça ne veut pas dire que c'est méchant. Parfois je les ressens avec une grande détresse, parfois je les ressens beaucoup d'amour, parfois ils ne me font rien ressentir, parfois j'ai pas envie de les ressentir clairement, des fois je leur dis qu'ils me laissent tranquille, des fois elles le font pas parce qu'ils ont besoin de parler. Moi il faut savoir que ma médiumnité, je mets beaucoup de barrières, inconsciemment et consciemment. Du coup, c'est compliqué parfois pour moi de me faire confiance et d'avoir une ouverture d'esprit facile. Après, je pense que j'ai pas encore énormément d'expérience dans le métier, dans le domaine en tout cas, pour pouvoir me permettre de dire que je suis un super médium qui voit tout, qui entend tout. Non, pas du tout. Hein. Je doute beaucoup de moi-même et j'ai besoin de douter pour pouvoir avancer. Et c'est grâce à eux, hein, d'ailleurs. Hein. Parfois je me trompe, parfois je vois mal, parfois j'entends mal, j'ai beaucoup de prénoms, j'ai beaucoup de choses qui me viennent, beaucoup d'émotions aussi, parfois j'ai un peu d'incorporation aujourd'hui, donc voilà, et ça c'est quelque chose
qui est difficile à gérer dans la vie quotidienne. Donc, et du coup, ça va répondre à la deuxième question de Patricia qui me demande est-ce que j'ai accepté ce don ou ça a été compliqué. Je l'ai accepté tout de suite. C'est-à-dire que pour moi, c'était une évidence. Dès que j'ai eu contact avec un premier envolé, que c'était ma mission de vie et que j'étais venu sur Terre pour ça. Parce que pour moi, la vie après la mort existe depuis toujours. J'ai toujours cru à ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu le souvenir, quand j'étais au lycée, d'avoir un guide qui s'appelait Michel et qui était dans la classe avec moi, etc., etc. Je n'ai jamais entendu, mais je le ressentais. Je savais qu'il était là. J'allais dans une pièce, je me souvenais qu'il était dans un coin de la pièce. Voilà, je savais qu'il était avec moi. J'ai eu des visions aussi. J'ai eu beaucoup de choses qui aujourd'hui ont fait sens, maintenant que je sais que je suis médium. Mais ça n'a pas toujours été facile. Je l'ai accepté, mais... Et ce que j'accepte aussi, c'est tous les à côté, quoi. Et aujourd'hui, j'avais jamais pris conscience que tous les à côté, ça allait être aussi grand. Pour continuer sur mon parcours avec la spiritualité, il y a eu un vrai tournant dans ma vie. Le jour où j'ai déménagé en Bretagne, j'habitais dans les Vosges avant. Déjà plein de signes de la Bretagne qui s'ouvrent à moi. À un moment donné, il y a j'habitais dans les Vosges, on reçoit une publicité un magazine des Vosges, et en 4e de couverture c'est l'Océanopolis de Brest, je veux dire une publicité de Brest dans les Vosges, où est l'utilité, bref, il y avait plein de signes qui nous menaient sur la voie de la Bretagne. Et l'année du déménagement, donc en 2020, il se trouve que Céline Franou, que la plupart connaissent, pour ceux qui écoutent. Pour ceux qui n'écoutent pas, je vous conseille grandement d'aller découvrir cette femme extraordinaire, qui a écrit un livre d'ailleurs, qui s'appelle La Dame des Anges, en collaboration avec Jean-Marc Bernade. Et en fait, elle faisait une conférence en Vendée, en septembre 2020. Et moi, ne sachant pas que le Covid allait arriver, je réserve mes places en janvier. Quand c'est disponible. Donc je réserve mes places en janvier pour septembre. Le Covid arrive. Je quitte mon travail, s'ensuit le déménagement, donc tout est bien calculé, sans rentrer dans les détails. J'ai trouvé un logement sans avoir de cautionnaire, bref, il y a plein de choses qui se sont bien empilées. Je dirais merci là-haut parce que c'est grâce à eux. Et le jour fatidique arrive, comme par hasard, le confinement est levé, etc., etc. Donc on a toujours possibilité de participer à des conférences. Elle fait sa conférence. Et à la fin de la conférence, j'étais hyper stressé, vous voyez bien, comme quelqu'un qui découvre. Pour moi, c'était, et ça reste toujours, une dame avec un cœur immense, quelqu'un pour moi j'ai pas de mots pour la décrire tellement elle est humaine. Et je suis allé la voir et je lui ai dit, écoutez, bonjour, je m'appelle Anthony et j'ai ouvert mon entreprise il n'y a pas très longtemps et j'aimerais savoir si un jour je ferai des conférences comme vous. Et je me souviendrai toujours qu'elle m'a regardé et elle m'a dit, mais foncez, on a besoin de gens comme vous. Et là, c'est ce qui m'a donné le coup de pied aux fesses pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Je la remercierai jamais assez. Et en m'inscrivant sur son groupe Facebook, j'ai découvert qu'elle faisait des ateliers médiumnité, des ateliers cartes auxquels j'ai participé. Et un jour, elle m'a dit, écoute, Anthony, déjà, elle m'a reconnu, parce que quand on s'était vu en Vendée, j'avais mon masque. Et quand on était en atelier, j'avais plus mon masque. Et la première fois, elle m'a dit, mais je vous ai vu quelque part, vous. Je dis, oui, j'étais en conférence en Vendée, j'avais le masque. Et on a beaucoup rigolé sur ça. Et du coup, on a fait des ateliers ensemble, du coup, avec Jérôme à l'époque. Et ça m'a permis de me faire confiance et de me lancer. Et un jour, elle m'a dit, écoute Anthony, pour moi, tu as vraiment quelque chose d'intéressant et j'aimerais bien te partager, te lancer et tout. Et elle m'a demandé mon numéro pro que j'ai donné avec cœur. Et après, j'ai pas eu de suite. Et je me suis dit, c'est pas grave. La vie fait que parfois, on nous fait des rencontres, il y a des choses qui se passent, des choses qui se passent pas, mais c'est pas grave en fait. Je continue et puis seul l'avenir nous me mettra sur des chemins pour pouvoir me développer un peu plus, quoi. Ah que nenni, Anthony.
Que nenni, en janvier, Céline nous prépare une liste sur son groupe Facebook où elle recommande plein de thérapeutes, de médiums, etc. Et mon nom est lancé. Ça y est. Et là, c'est le début d'une grande aventure. Je fais un live avec elle aussi, avec Jérôme, où on contacte les défunts tous les trois. Enfin, c'était exceptionnel cette soirée. Là, je rencontre Henri, je rencontre Delphine. Delphine qui m'envoie un message après. On commence à discuter. On ne sait même pas pourquoi, et elle me dit ça te dit de faire un live et tout, contact défunt, ok. Moi j'avais l'habitude, parce que je faisais déjà des lives, je vous rappelle, comme j'ai dit au début de l'émission, je faisais des lives sur Facebook, donc j'ai cette habitude moi de travailler en live, donc ça me dérangeait pas de le faire quoi. Là c'était sous un format différent, mais j'ai accepté de le faire, et là j'ai été repéré par des associations en Bretagne, l'association Souffle d'âme, qui m'a dit écoute Anthony, tu sais que tu cherches des associations pour faire tes conférences. Nous, on est à Saint-Paul-de-Léon, donc si tu veux faire des conférences sur Morlaix, c'est possible. Et du coup, c'est à Vannes qui recherchait un médium aussi. Et donc Saint-Paul, l'association de Saint-Paul a donné mon numéro à Vannes. Et l'association de Vannes, la présidente c'est Sylvie, qui m'a appelé, qui m'a dit écoute Anthony, on a besoin d'un médium, est-ce que ça vous dit de venir sur Vannes au mois de juin? J'ai dit ok, et ma première conférence était lancée au mois de juin sur Vannes. J'ai passé un moment dans la trouille extrême, c'est-à-dire que j'ai eu une boule au ventre, il y avait 30 personnes dans la salle et pour moi c'était déjà énorme. J'ai fait ma médiumnité comme je pensais la faire, bien, et la suite étant qu'aujourd'hui je suis passé dans plein d'associations, j'ai fait plein de conférences, j'ai fait plein de contacts avec les défunts, j'ai rencontré des personnes formidables, et aujourd'hui ces personnes-là, il y en a qui m'ont poussé à continuer, il y en a qui me suivent, et merci, voilà, ça me fait super plaisir, tout ça, voilà. La question de Audrey, comment as-tu su que tu avais un don dans ce domaine? Bon, ça vient naturellement. La médiumnité, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Soit il y a un choc émotionnel, ou soit il y a quelque chose qui fait que c'est inné, et donc du coup on le développe plus ou moins. Elle me pose deux autres questions. As-tu étudié d'abord, avant de pratiquer la médiumnité, une formation à conseiller? Alors il n'y a pas de formation pour devenir médium, ça c'est très important. J'ai pas du tout étudié en fait. La seule vraie leçon pour travailler sa médiumnité, c'est d'exercer tout le temps, en permanence, essayer d'être en contact, essayer de ressentir son guide, son intuition, se faire confiance, lâcher prise, chose que j'ai encore du mal à faire moi aussi. Enfin bref, il y a plein de facteurs qui entrent en compte, pour pouvoir développer sa médiumnité. Il n'y a pas de formation. On peut faire des ateliers de ressenti où on va essayer de développer ses intuitions, d'essayer d'entendre des choses, mais il n'y a pas de formation claire de stage qui dure 3 jours, qui coûte 1500 balles, 2000 balles, 3000 balles, et que du jour au lendemain on est médium. Non, ça n'existe pas, et au grand jamais, s'il vous plaît, tous ceux qui m'écoutez aujourd'hui, n'allez pas acheter ce genre de formation, parce que la médiumnité, tout le monde l'a à l'intérieur de soi, d'accord? Tout le monde a la médiumnité à l'intérieur de soi, et ça je le dis, c'est très important. Tout le monde ne peut pas être médium, parce que notre vie fait qu'on a une mission à accomplir, mais tout le monde peut avoir de l'intuition, tout le monde peut ressentir son guide, tout le monde peut se dire, est-ce que je vais à gauche ou à droite? Oh là là, je sens mieux à droite, donc je vais à droite. Tout le monde a cette intuition, vraiment là. Et c'est très important de mettre un point d'ordre là-dessus, parce que pour moi, la médiumnité, ça ne s'apprend pas, ça s'exerce. Voilà, tout simplement. Il y a un point aussi d'honneur que je voudrais mettre, parce qu'on en a parlé pendant les podcasts avec Nathalie, mais je voudrais juste refaire un point sur le spiritisme, qui pour moi est une pratique dangereuse, certes, mais je continuerai à dire que pratiquer dans une bienveillance et dans un amour, et quand c'est bien fait,
je peux vous assurer qu'on a des messages incroyables et des messages très très beaux et très concrets sur ce qu'on a, et ça, voilà, je ne dérogerai pas là-dessus. Je ne suis pas là pour défendre des pratiques spirites, mais je suis là pour dire que le spiritisme a été instauré parce qu'il était possible de communiquer avec les défunts de cette manière. Quand c'est fait dans une bienveillance totale, c'est comme la médiumnité. Si c'est fait dans la bienveillance, on ne reçoit que des messages d'amour. Voilà, c'était le point important que je voulais mettre en place. Par contre, ne faites pas de spiritisme si vous n'avez pas de base en spiritisme, ou si vous n'êtes pas accompagné de quelqu'un qui pourrait maîtriser le domaine, d'accord ? C'est très important, ça je mets bien en garde, parce que oui, tout comme la médiumnité, le spiritisme ça a un caractère dangereux, tout comme l'écriture automatique, bien sûr, tout comme le pendule, mais tout ce qui concerne le monde de la spiritualité. À partir du moment où on a envie de communiquer avec là-haut, on franchit, on ouvre des portes qu'on peut presque parfois ne pas fermer, donc vaut mieux parfois se référer à quelqu'un qui connaît ses pratiques, et en toute bienveillance bien évidemment. Et le spiritisme, c'est comme la médiumnité, ça ne marche que par le bouche à oreille, d'accord ? C'est très très important. Je ne vous incite pas à en faire si vous n'avez pas envie d'en faire, mais pour moi, si c'est pratiqué dans la bienveillance, il n'y a aucun problème avec ça. C'était un point que je voulais quand même revenir, parce que je comprends les personnes qui disent que c'est dangereux, patati patata, je comprends parfaitement. Mais si ce n'est pas fait dans les règles, bien sûr que c'est dangereux. Mais c'est comme la médiumnité. Si on a envie de contacter des gens pas très nets, il y a des gens pas très nets qui viendront nous solliciter, nous embêter la nuit, bien évidemment, ce qu'on appelle les entités. Voilà, c'était un point que je voulais mettre au clair. Bonjour Anthony, un message de Sigrid. Vous arrêtez d'avoir des bas dans votre médiumnité, bien entendu. De ne plus savoir contacter les défunts, oui, ça m'arrive. C'est quand je suis dans un état de fatigue très très profond. Par exemple, en ce moment, on est dans des périodes où les énergies sont très... elles ballottent beaucoup. Surtout que moi, j'ai pas pris de vacances cet été, donc j'ai beaucoup travaillé aussi. J'ai fait des ateliers, etc. Donc j'ai été très sollicité et que je fais plein d'activités extra-professionnel, je vais dire ça comme ça. Du coup, je suis sur plusieurs tableaux, et sans mauvais jeu de mots avec mes synchronicités et la peinture ces derniers mois. Ouais, parfois il m'arrive d'avoir des consultations où j'ai personne. Mais ça fait partie du jeu. Des fois, c'est mon guide qui m'engueule, qui me dit tu vois, tu t'es pas assez reposé, c'est bien fait pour toi. Ce que je comprends parfaitement. Des fois, il me dit va dormir. Alors, je suis pas fatigué, mais il a raison. Voilà. Qu'est-ce que je fais pour remédier ? Parce que là ça continue, et Sigrid, elle est très curieuse. Elle me demande qu'est-ce que je fais pour remédier à ce genre de choses. Alors déjà, si je suis en consultation et que le défunt ne vient pas, ou que je n'arrive pas à ressentir, ou que j'ai tout faux sur toute la ligne, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je déplace le rendez-vous. Moi, je dis à la personne, excusez-moi, mais pour moi, aujourd'hui, ça passe pas. Je le sens pas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas le jour. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut le décaler. Donc, je mets souvent 2 semaines entre les 2 rendez-vous. Et des fois, quand ça revient, le deuxième rendez-vous, tout est là. Faut pas chercher à comprendre pourquoi. Des fois, c'est comme ça. Et si ça vient pas à la finalité, je rembourse, parce que pour moi, il est quand même très important de pas prendre les gens pour les cons. Et je dis clairement le mot. Je dis des gros mots, ça m'arrive. Donc pour moi, il faut pas prendre des gens pour des imbéciles, pour des cons, parce que certes, la médiumnité, c'est une science subtile, c'est quelque chose qui est difficile à démontrer, et pourtant, avec toutes les preuves qu'on a sur Terre, qui nous sont démontrées par des médiums ou par des expérienceurs de EMI ou des choses comme ça, avec tous les résultats qu'on a eus, encore des gens sont très fermés. Et pour moi, c'est tout à mon honneur d'être le plus honnête possible avec les personnes qui viennent me voir. Et que si ça ne fonctionne pas, ça me dérange pas du tout de faire le remboursement de la consultation, bien évidemment. Voilà. Le mental joue-t-il beaucoup à ce moment-là ? Le mental joue énormément à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une perte de confiance en soi. On se dit, ça y est, j'ai plus rien, ils m'ont enlevé ma médiumnité, pourquoi je ressens plus rien, pourquoi j'ai tout faux ? Est-ce que c'est moi qui ai un problème, ou est-ce que c'est la personne en face qui bloque aussi ? Parce que parfois, il y a des gens qui ont des attentes. Mais parfois, avoir des attentes, ça peut bloquer la médiumnité. Parce que les gens attendent une certaine personne et que c'est pas elle qui vient. Et du coup, ils n'ont pas cette sensation que la personne qui vient en consultation
qui peut être un ami des parents ou qui peut être un oncle, une tante, une grande-tante, quelqu'un de la famille ou pas, ils se rendent pas compte, ils ont tellement envie d'avoir un défunt en particulier que lorsqu'il y a un autre défunt qui se présente, des fois ils ne le reconnaissent pas. Mais c'est pas grave. Moi j'ai toujours tendance à dire que je dis tout pendant mes consultations, même les prénoms, même si ça parle pas, je m'en fous. Parce que au moins, si c'est dit, c'est que ça devait être dit. Si c'est un message qui est pas pour vous, de toute façon là-haut il me rectifie. Mais si j'ai un prénom qui passe, je le donne. Si ça parle pas tout de suite, ça parlera peut-être dans 10 ans. Mais je préfère le donner parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un message, peut-être qu'il y a un signe, peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui fait en sorte que ça s'ouvre et que les gens puissent se dire ah ouais ben là il avait raison. Je prendrai cet exemple, le chat noir, si tu écoutes, mille excuses mais c'est l'exemple que j'adore prendre. Une fois en live sur Instagram, le chat noir, on est avec elle en consultation hein, et puis j'ai dit bah écoute pour moi tu vas changer de voiture et elle me dit ben non Tony écoute je change pas de voiture puisque je viens de la changer. J'ai sais peut-être ça mais moi j'ai un doute. Et finalement, 6 mois après, elle a eu un accident. Bon, elle n'a rien eu, mais la voiture a été épave, donc elle a changé de voiture. C'est pour ça, il faut toujours passer tous les messages, parce que peu importe si on est dans le faux, il y a toujours une part de vérité. Donc, et en plus, ce qui est compliqué, c'est que là où le temps n'est pas le même. Donc parfois, ils vont nous parler du passé, parfois ils vont nous parler de l'avenir, parfois ils vont nous dire des choses du passé qui peuvent avoir un rapport avec l'avenir, parfois ils sont compliqués, parfois ils sont têtus. Moi, ça vient par vague. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup des défunts qui fumaient. Là en ce moment j'en ai plus. J'ai eu beaucoup de défunts avec les yeux clairs. En ce moment j'en ai plus. En ce moment j'ai plein de défunts chauves parce qu'en fait ils veulent me faire comprendre à travers des codes instaurés entre là-haut et moi comment je dois reconnaître les défunts. Voilà. Et en ce moment, les défunts que je rencontre, c'est souvent des grands-pères la plupart du temps et qui sont dégarnis ou chauves ou des personnes qui sont peu plus jeunes mais qui sont dégarnis. Voilà, je ressens quelqu'un de dégarni. Mais ils ne fument plus. Les défunts qui viennent me voir ne sont plus des fumeurs. Donc je remercie là-haut pour l'apprentissage parce que je suis toujours en plein apprentissage et j'ai pas fini. Et Dieu sait qu'il me tarde un jour de les voir et de les entendre avec mes oreilles et de les voir avec mes yeux, mais c'est pas encore le moment, donc comme dirait Alan, tu es trop impatient. Mais je sais. Il y a une question de Christopher aussi sur laquelle je voulais revenir qui demande à quel âge j'ai découvert l'ésotérisme. Alors pour moi l'ésotérisme c'est un bien grand mot. Là dans le domaine dans lequel je suis, on parlerait plus de spiritualité. Mais il est vrai qu'à une époque j'étais très intéressé par tout ce qui était ésotérique. J'avais une amie qui était dans le mouvement gothique que j'aime toujours, avec qui j'ai toujours contact, que j'apprécie énormément. D'ailleurs elle vient de perdre son papa, donc j'ai une grosse pensée pour son papa qui est là-haut et qui l'embrasse très fort d'ailleurs au passage et je me rappellerai toujours qu'elle avait ce lien pour l'ésotérisme très puissant, qu'elle était très intéressée et moi du coup je me suis un peu intéressé, je m'intéressais à tout ce qui était magie etc, magie blanche et tout, et je savais que faire de la magie rouge, de la magie noire c'était dangereux, enfin bref j'ai découvert des sites, c'était quand même j'ai eu une période, alors je dirais pas que j'ai été gothique, mais c'était une période qui m'a beaucoup intéressé, mais je pense que ça faisait partie de ma vie antérieure, une de mes vies antérieures, un côté sorcière ou quelque chose comme ça. Et c'est là que j'ai appris que la puissance des mots était important. Et d'ailleurs c'est drôle, Céline a fait un post il y a pas très longtemps sur la puissance des mots et elle a entièrement raison. Un mot est très important. C'est la loi de l'attraction, hein. Si on se répète pendant 10 ans tous les jours qu'on est moche, on finira par être moche. Si on répète pendant 10 ans tous les jours qu'on est beau, on finira par être beau ou se sentir beau. C'est exactement ça. Le poids des mots est très important. Montrer du doigt, accuser les gens du doigt, pointer du doigt, etc. C'est très important de faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, parce que tout est enregistré dans la mémoire cellulaire de notre âme, toutes les actions c'est pour ça que moi je mets un point d'honneur à ne pas juger les gens, même si il m'arrive parfois de juger et parfois je me tape sur les doigts, mais bordel, laissons vivre les gens comme ils ont envie de vivre, quoi. S'ils ont envie d'aimer un homme parce qu'ils sont des attirances homosexuelles, des hommes ou des femmes, hein, tant mieux pour eux. S'ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants, qu'ils n'aient pas d'enfants. S'ils sont heureux comme ça, tant mieux pour eux. S'ils veulent être célibataires, on n'est pas obligé de rentrer dans une norme hétéronormée, dans une société où aujourd'hui tout est en train de basculer avec tous les genres qui sont en train d'être mis en cause.
Et ça, je trouve que c'est très important. Et le poids des mots, là, entre en jeu, parce que moi, faisant partie d'une communauté, enfin, on m'a catégorisé dans cette communauté LGBT, alors que moi, je ressens pas forcément d'attirance dans cette communauté. Hein. Moi, je suis juste un homme qui aime un homme, et puis c'est tout. Hein. Je suis pas là je défends une cause, mais voilà, c'est pas ma bataille principale, puisque je suis pas là pour juger les gens. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie d'être libres sexuellement, mais qu'ils soient libres sexuellement. S'ils ont envie d'aimer, qu'ils aiment, et s'ils ont envie de haïr, qu'ils haïssent, mais qu'ils ne fassent pas de mal aux autres, quoi. Moi, je dis toujours qu'il faut toujours être heureux, mais pas au détriment des autres, et qu'il faut s'aimer les uns les autres. Et un jour, un ami m'a dit, dans les autres aussi, mais avec consentement. Je préfère vous le partager, vous mettez une pointe d'humour dans un message important, voilà. Donc, on a un petit peu dérivé du sujet, mais pour moi, c'était important de vous le partager, parce que ça fait quand même partie de mon quotidien et de ma vie. Voilà. Comment vous protégez-vous toujours de Sigrid? Eh bien écoute, comment je me protège? J'ai pas forcément de rituel, quoi. Moi je fais un atelier protection, hein, pour les gens qui ont du mal. Après, je pense que là-haut, la protection est naturelle. Parfois, il m'arrive de rester une prière ou d'appeler mon ange gardien ou demander de la protection de l'archange Michael. Mais après, voilà, c'est chacun ses croyances au niveau des protections. Il n'y a pas forcément de protection, voilà, il n'y a pas de protocole clair et net pour la protection. Moi, comme je dis toujours, vous savez, le matin, quand je fais ma première consultation, il se peut que j'étais en peignoir 10 minutes avant et que je finissais de boire mon café, quoi. Donc, j'ai pas de protocole particulier. J'aime bien allumer une bougie de temps en temps, voilà, histoire de dire que la lumière protège, mais pour moi, il n'y a pas forcément besoin de grande protection, il n'y a pas de rituel, il n'y a rien de tout ça, quoi. Les gens qui en ont besoin, on peut instaurer des rituels, mais moi, je pense que j'en ai pas forcément besoin. Voilà. Je me protège quand même, hein. J'ai des pierres, etc. Lithothérapie, c'est très important pour moi, donc j'ai la protection avec les pierres, etc. Mais je pense que mon guide protège beaucoup. Voilà. Et on arrive déjà à la dernière question de Nathalie qui demande comment aimerais-tu ton avenir avec ma spiritualité. L'avenir avec la spiritualité, déjà j'aimerais beaucoup avoir un cabinet pour pouvoir recevoir les gens chez moi et pour pouvoir faire des ateliers aussi en présentiel dans mon cabinet, pouvoir rencontrer plus de monde, aider le plus de monde possible, essayer de faire mon maximum pour participer à des conférences dans les associations, pour aider les associations, pour aider les personnes endeuillées, les parents endeuillés, les personnes qui ont perdu quelqu'un de proche, qu'ils considéraient peut-être comme l'amour de leur vie. Mon but, c'est d'apporter du réconfort, toujours plus, même si parfois je suis moins présent sur les réseaux, même si parfois on a l'impression que je suis en vacances ou que je prends des week-ends, pas du tout. C'est juste que je fais beaucoup de choses dans ma vie et que c'est toujours compliqué d'allier le travail et la vie perso. Donc du coup, ouais, pour moi, quand j'ai commencé dans la spiritualité, dans la médiumnité, la première chose que je me suis dit, c'était « Anthony, il faut que tu fasses des conférences. » Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai compris par la suite que j'étais un médium messager qui devait passer des messages. Et aujourd'hui, j'ai eu la preuve magique que le travail que je fais est totalement juste. Donc si je pouvais continuer dans cette voie-là, me faire confiance, bien évidemment, découvrir de nouvelles perceptions. Là, on arrive dans une perception d'évolution où je suis en incorporation parfois. Ça me fait un peu peur parce que je me dis bordel, qu'est-ce qui m'arrive d'un coup, alors j'ai ma bouche qui devient laxiste, et j'ai besoin de parler avec un autre rythme, un autre timbre, et je ne sais pas d'où ça vient. Donc ça fait peur parfois, mais je ne me laisse pas envahir par la peur, je me laisse envahir par la curiosité de savoir jusqu'où je peux aller. Je fais attention bien évidemment parce que je garde le contrôle de mon corps, mais voilà vers où ça tend. En tout cas pour aujourd'hui, et faire plus de conférences, bien évidemment, faire le tour de la France, rencontrer des gens qui me consultent depuis maintenant, depuis que j'ai commencé, donc en 2019, pendant que j'étais encore bénévole. Voilà, plein de choses comme ça. C'est mon souhait le plus cher. Voilà, c'est de vous rencontrer et de continuer d'évoluer dans le bon sens du terme, en espérant continuer d'être un bon médium pour ceux qui m'ont déjà consulté et pour ceux qui me consulteront plus tard. Et ben bienvenue. Voilà. Eh bien écoutez, ça m'a fait plaisir
de pouvoir un peu me dévoiler sur ça. Merci pour les questions qui ont été posées. Merci à Christopher, à Patricia, à Nathalie, à Audrey, et à Nathalie encore, et à Sigrid. Merci à tous les 5. Tous les 6, pardon, je sais même plus compter. On se retrouve de toute façon bientôt pour le hors-sujet sur Fougeray qui va bientôt arriver. Et puis des petits projets de podcast arriveront aussi courant de cet hiver. Donc restez bien connectés sur le fil argenté sur YouTube et sur les autres plateformes de podcast disponibles. N'hésitez pas à partager les émissions qui sont déjà sorties et à continuer à écouter et à faire des retours sur tout ce qui s'est passé. D'ici là, moi je vous souhaite de passer une très très belle fin d'été. Merci d'avoir été présent jusqu'ici et puis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas, ayez une très très belle évolution spirituelle. Bye bye tout le monde.